Bonjour et bienvenue à cette conférence débat que vous propose cet après-midi la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Je m'appelle Françoise Guénette, j'aurai le plaisir d'animer les périodes d'échange entre vous et les panélistes et conférenciers. Alors tout d'abord, pour le mot d'ouverture, je vous invite à accueillir Élisabeth Gibault et Véronique Laflamme, toutes deux membres très actives depuis longtemps de la coalition. Tout d'abord, Élisabeth Gibault. Bonjour tout le monde. Ça fait vraiment plaisir de vous voir ici aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'on rêve de ce moment-là à la coalition, le moment de vanter nos solutions fiscales, d'en parler, de s'en servir comme antidote à la morosité puis au fatalisme ambiant. Ça fait depuis 6 ans qu'on a développé ces solutions fiscales-là et qu'on les promouvoit sur toutes les tribunes, à chaque consultation prébudgétaire, en essayant de passer le message qu'on croit fermement qu'on a les moyens de faire autrement au Québec à l'heure actuelle. On s'inscrit vraiment en faux contre le discours ambiant sur les finances publiques et, contrairement à ce que beaucoup pensent de la gauche, on n'a pas fait que râler. On s'est mis en mode proposition, et propositions concrètes, détaillées, fouillées et crédibles. Donc, ça nous fait vraiment plaisir d'en discuter avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi on a voulu organiser cet événement-là? Donc, je le disais, pour combattre le fatalisme ambiant. On va, entre autres, déboulonner certains mythes concernant les finances publiques dans le premier panel. Et pendant le deuxième panel, on va explorer plus avant certaines de nos solutions fiscales pour que vous puissiez repartir avec ça et vous approprier ce discours-là dans vos luttes respectives. On voulait aussi rassembler plus largement que seulement les membres de la coalition. C'était important pour nous de tendre la main en dehors de nos cercles de convaincus pour essayer justement de fédérer les acteurs qui sont en lutte actuellement. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de luttes sur plusieurs fronts et on pensait que l'argumentaire sur les solutions fiscales pouvait être utile à plus que les seuls membres de la coalition. Donc, c'était un autre début de la journée. Alors, c'est pourquoi, dans la salle aujourd'hui, on retrouve, entre autres, la coordonnatrice du Réseau québécois des groupes écologistes, Mme Levert. Je ne sais pas si vous êtes ici, elle est arrivée déjà. En tout cas, elle était inscrite. Et on retrouve M. Chantrel des Banques alimentaires du Québec, qui était dans tous les médias la semaine dernière pour essayer de dénoncer le fait que de plus en plus de Québécois ont recours aux banques alimentaires. Donc, on est allé vraiment chercher ces gens-là, les gens des CPE et autres groupe en lutte. Je voulais aussi souligner la présence des attachés politiques des députés solidaires de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mercier et Gouin, Mesdames Breton, La Liberté et Brochu, qui sont dans la salle aujourd'hui, et souligner la présence de Mme Ouellette, Martine Ouellette, députée de Vachon, avec son attaché politique, qui est ici dans la salle aussi. Votre présence est très appréciée pour dialoguer avec nous sur ces sujets-là. Et je vous invite tous, évidemment, autres que les élus et attachés politiques, mais tout le monde, vous êtes invités à prendre la parole aujourd'hui. N'hésitez pas à nous proposer vos points de vue, opposer vos points de vue s'il le faut. On est vraiment en mode dialogue. Et on était tellement en mode dialogue qu'on a eu le courage aussi d'inviter l'Institut économique de Montréal, Cyrano, Luc Godbout et compagnie, tout son groupe de la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke. On a vraiment tendu la main très largement. Dans la salle aujourd'hui, à ma connaissance, aucune de ces personnes n'est présente. Mais si oui, évidemment, ils sont invités à prendre la parole aussi aujourd'hui pour dialoguer avec nous. Oui, M. Baillargeon est ici aussi aujourd'hui. Plein d'autres, des personnes convaincues et qui portent avec nous les solutions fiscales depuis des années qui sont aussi dans la salle aujourd'hui. Dans tous les cas, personne absente ou présente, on a réussi notre objectif de faire parler des solutions fiscales parce qu'on a vraiment diffusé très largement notre message pour la journée d'aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est très important. Je pense que le message que nous avons les moyens de faire autrement doit circuler, vraiment, pour redonner espoir aux gens, pour leur donner l'espoir qu'on pourrait faire d'autres choix que ceux qui sont faits actuellement. Et aussi pour se dire qu'on a le droit d'en parler de ces sujets-là. Ce ne sont pas des sujets qui appartiennent seulement aux istes de ce monde, fiscalistes ou économistes. C'est un discours qui, contrairement à ce qu'on veut parfois nous faire croire, ne nous passe pas au-dessus de la tête. C'est l'argent, c'est notre argent dont il est question. Et évidemment qu'on a tous le droit d'avoir notre opinion sur le sujet et de décider collectivement de ce qu'on veut faire avec les finances publiques du Québec. Et c'est un peu pour s'armer dans cette perspective-là qu'on a organisé l'événement.
Donc, vous allez voir, vous avez peut-être déjà vu que nos propositions fiscales ne sont pas farfelues. Elles sont appuyées et crédibles. Et de plus en plus, c'était le but du petit PowerPoint qui tournait avant le début de la journée. De plus en plus, nos propositions, elles sont reprises par des institutions internationales, par des économistes de renom qui viennent dire qu'actuellement, la fiscalité est débalancée et qu'on ne va pas chercher l'argent où il est réellement. Et il y a entre autres le FMI, en juin 2014, qui affirmait qu'au lieu d'apporter la croissance, certaines politiques néolibérales ont creusé les inégalités au détriment d'une expansion durable. Et ça, c'est ce que nous, on constate sur le terrain depuis des années, pas dans des fichiers Excel, sur le terrain. Et c'est bien pour ça qu'on s'est mis en mode proposition, pour essayer d'opposer des solutions concrètes à ce qu'on vit actuellement et ce qu'on voit sur le terrain. Je vais céder la parole à Véronique qui va vous parler un petit peu plus des actions de la coalition et de ce qu'est la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Bonjour tout le monde. Je vais, pour mettre la table aujourd'hui, vous parler de l'évolution du travail sur les solutions fiscales à la coalition depuis sa fondation et puis à la lueur du contexte, de la conjoncture politique actuelle, essayer de voir comment aujourd'hui ces solutions-là peuvent nous servir pour intensifier la lutte aux politiques inégalitaires du gouvernement Couillard. D'abord, rappelons-nous que la coalition a été mise sur pied à l'automne 2009. Hein. C'était déjà la mise à jour économique et financière de Mme Jérôme Forget et on voyait les politiques d'austérité poindre leur nez. Ce sont des groupes sociaux qui craignaient la révolution tarifaire annoncée à ce moment, qui se sont joints pour fonder la coalition, qui rapidement a dépassé la centaine de membres. Donc, la coalition est née dans ce contexte et ce contexte, c'est pas mal le même encore aujourd'hui. Quand on relit la déclaration de principe de la coalition, les gens s'unissaient pour mettre un frein à la marchandisation, à la privatisation, à la tarification des services publics. Et dans son analyse, la coalition a toujours mis la question des inégalités sociales au cœur de ses préoccupations. D'un autre côté, la question des politiques fiscales était elle aussi présente dès le départ et je vous cite deux éléments de la déclaration de principe de 2009 qui disaient clairement que les groupes travaillaient ensemble pour revendiquer un financement adéquat des services publics et des programmes sociaux dans une perspective de lutte contre la privatisation et la marchandisation des services publics et faire la promotion d'autres sources de revenus favorisant une meilleure redistribution de la richesse, notamment une fiscalité plus progressive qui prend d'abord et avant tout en considération la capacité de payer. Et ça, c'est important de s'en rappeler parce que c'est une première, on peut dire, dans l'histoire des mouvements sociaux, qu'autant de groupes, là, on parle de 140 au plus fort, d'une centaine d'année en année, qui s'unissent non seulement pour lutter contre les politiques d'austérité, mais également pour proposer des politiques fiscales plus justes. Et donc, ça, c'est important de s'en rappeler. Et ce n'est pas anodin, quand on regarde la campagne 10 milliards dont vous allez parler aujourd'hui, de voir toutes ces propositions qui ont fait l'objet de débats, de discussions, d'amendements, de votes par des représentants et des représentantes de groupes sociaux en Assemblée générale. Donc, la question de la fiscalité, donc, elle n'est pas nouvelle. Elle date d'avant même les commissions mises sur pied par le gouvernement Couillard sur la révision des programmes et la fiscalité. Donc, ce qui a changé, c'est que la fiscalité à la coalition, elle était présente, elle était un objet de discours, elle permettait d'outiller les groupes pour opposer un contre-discours aux gouvernements libéraux successifs et au gouvernement péquiste aussi, là, qui a passé en chemin, qui ont mis sur la table des politiques austères. Et donc, elle permettait d'outiller les groupes dans leur argumentation, dans leur représentation. Mais de fil en aiguille, c'est aussi devenu un objet de mobilisation en soi. Donc, en 2012, ça a été un outil pour étayer l'appui à la lutte contre les frais de scolarité, pour étayer notre lutte contre la taxe santé, contre les hausses de tarifs d'hydro, etc. Et de fil en aiguille, en 2014, ça a été adopté par les membres de la coalition que non seulement c'était un objet de discours, mais ce serait un objet de lutte et qu'il y aurait des mobilisations revendiquant la mise en place de mesures fiscales plus justes, notamment la lutte à l'évasion fiscale, l'abolition de la taxe sur le capital pour les institutions financières, pour ne nommer que celles-là, qui ont été des nombreuses solutions fiscales de la coalition qui ont été mises à l'avant-scène dans les derniers mois.
Donc, c'est un élément important à noter. Ceci dit, le travail dans les dernières années a été beaucoup un travail d'éducation populaire autour des solutions fiscales. On est parti déjà en 2011, on avait un petit dépliant blanc, noir et blanc. Je voulais l'emmener aujourd'hui, je l'ai oublié, je l'ai encore. C'était le premier document sur les solutions fiscales publiques qui servait à être distribué aux gens, à accompagner les formations, les conférences, etc. Donc là, à l'époque, on n'en avait pas pour 10 milliards encore. On en avait peut-être 19 solutions fiscales au départ. Et bon, d'assemblée générale en assemblée, avec le travail très important du comité solutions fiscales et bon, les réflexions des nombreux groupes ont permis des fois de défaire nos argumentaires, de changer des revendications, de revoir des chiffres qui n'étaient peut-être pas tout à fait à jour, avec l'appui souvent d'alliés, d'économistes alliés de la coalition. Et bon, ce petit document-là est devenu finalement, de fil en aiguille, un gros document de 24 pages qui a pris le nom du document 10 milliards de solutions, qui est devenu une campagne en 2014, peu avant le retour des libéraux au pouvoir et la grosse bataille sur la question de la fiscalité qui s'est menée autour des commissions mises en place par le gouvernement. Donc, la campagne de 10 milliards de solutions en 2014-2015, elle a permis de rejoindre un nombre dans nos rangs peut-être inédit de personnes qu'on a mobilisées sur les questions de fiscalité, qu'on a sensibilisées et les groupes partout au Québec, dans différents milieux de tous les secteurs des mouvements sociaux ou presque, ont parlé de solutions fiscales. La campagne 10 milliards s'est promenée pas seulement dans les groupes membres de la coalition, mais aussi à l'extérieur. On en a beaucoup parlé et ça a permis de mobiliser aussi un nombre record de personnes dans nos actions, notamment autour du 1er mai de cette année-là ou de notre semaine d'action dérangeante. Donc, la fiscalité sortait des bureaux et vraiment s'en allait aussi dans la rue. La bataille pour une société plus juste, passant par une meilleure redistribution de la richesse, a vraiment permis de rejoindre davantage de personnes qui ont pu s'approprier ce discours-là, parce qu'on va se le dire, là, c'est quand même parfois un petit peu du jargon. Hein? Et ça l'était pour même beaucoup de groupes sociaux avant qu'on commence à travailler aussi assidûment sur la question. Donc, où en sommes-nous? Parce qu'il y a quand même beaucoup de travail qui a été accompli. Et l'idée dans ce mot de bienvenue, c'est de voir un peu le chemin parcouru, parce que des fois, on manque de recul, puis on oublie que c'est quand même un bout de chemin important qu'on a parcouru comme mouvements sociaux, comme groupes sociaux, sur la fiscalité, sur la redistribution de la richesse dans les dernières années. Et je dirais, à quelques mois du prochain budget, où on tente de nous faire croire que l'austérité est derrière nous, à un moment où les services publics et les programmes sociaux vivent durement avec les conséquences de ces politiques-là, il faut trouver un autre angle d'attaque, parce que là, le gouvernement lui-même change son discours. On va être en situation de surplus et nous, notre revendication, elle se redessine pour être axée sur un réinvestissement massif dans les services publics. Donc, comment les solutions fiscales peuvent nous servir dans ce travail-là, pour obtenir un meilleur investissement de nos services publics et de nos programmes sociaux, le lien à faire est assez évident. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une étape pour voir comment on peut élargir encore plus le partage de ces solutions-là, comment on peut imaginer de nouvelles façons de faire pour percer le discours dominant. Pour une fois, peut-être que ça va être à votre tour de vous creuser les méninges, puis vos discussions d'aujourd'hui sont importantes parce qu'elles vont alimenter la réflexion collective dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pour voir de quelle manière on va réorienter nos stratégies d'action puis notre discours pour réussir à faire reculer une fois pour toutes ce gouvernement-là. J'en profite pour souligner qu'il y a des gens de régions hors Montréal aujourd'hui. Je pense à Québec. Je vois Julie Bellavance de la Coalition pour la justice sociale de Québec qui font un travail extraordinaire, qui vont dans des villes où c'est assez conservateur, merci, de sensibilisation, d'éducation populaire. Puis je pense que ça, c'est intéressant d'avoir des gens qui viennent de milieux différents autour de la table aujourd'hui pour permettre peut-être d'aller plus loin ensemble. Donc, je vous souhaite vraiment un bel après-midi. Merci d'être là et longue vie à la campagne 10 milliards de solutions. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour ce rappel, ce mot d'ouverture. Alors, je vous présenterai plus longuement Elisabeth Gibault, que vous avez peut-être lu dans Le Devoir de ce matin. Son texte était là, dans la page idée. Et je vous présenterai, je vous la présenterai un peu plus longuement tout à l'heure. Quelques mots sur Véronique Laflamme. C'est une militante de longue date qui a participé à plusieurs luttes étudiantes, des luttes locales, la lutte contre la ZLEA, et qui, depuis 15 ans, est organisatrice communautaire, entre autres au Frappru. Alors, voilà pour Véronique.
Alors, écoutez, comme vous le disait Elisabeth, le déroulement de l'après-midi, c'est assez simple. C'est en 2 parties. Pendant la prochaine heure, on va déconstruire des mythes. Donc, 3 présentations de 20 minutes environ, suivies d'une période d'échange d'environ 30 minutes. Et après la pause de 15 à 16 heures, on vous présentera les principales solutions fiscales répertoriées par la coalition, car il y a moyen de faire autrement, on le verra. Là encore, il y aura une longue période d'échange entre vous et les panélistes jusqu'à 17 heures, alors que nous aurons le plaisir, et nous sommes tous et toutes invités à rester pour cela, le plaisir d'assister au lancement du tout dernier numéro de la revue Relations, qui traite justement d'austérité et de néolibéralisme à la sauce québécoise. Le titre, La trahison des élites. Alors, comme Véronique vous le disait, c'est important que ces propos, ce débat sortent hors les murs. Donc, il y a des gens de Québec dans la salle, tant mieux, j'en suis. Mais il y a aussi web diffusion, c'est-à-dire que tout est enregistré, filmé. Il y aura plus tard web diffusion de l'événement au complet. Mais la deuxième partie sera web diffusée en direct sur Facebook. Je vous invite aussi dès maintenant à participer peut-être à la conversation en utilisant sur Twitter le mot-clic dièse 10 milliards. Alors, si vous voulez, au fur et à mesure de la journée, de l'après-midi, émettre vos commentaires, intéresser d'autres gens donc à ce qui va se passer, à ce qui va suivre aussi. Alors, voilà des façons efficaces de plus en plus de poursuivre le débat hors les murs habituels. Voilà. Alors, écoutez, sans plus tarder, la première partie, donc, des mythes à déconstruire. Et la première intervention sera celle de Chantal Santerre, qui est membre du comité Solutions fiscales de la Coalition. Elle est comptable de formation, de métier. Elle enseigne au collégial à Saint-Hyacinthe, en fait, et elle est membre du conseil d'administration d'Attaque Québec. D'ailleurs, elle est la co-auteure de ce dernier livre d'Attaque Québec, intitulé « La dette du Québec, vérité et mensonge », qu'elle a produit avec Claude Vaillancourt et Audrey Lorrain-Lamotte, un livre publié tout récemment chez M Éditeur. Alors, Chantal, je vous invite à venir nous présenter en images et en mots donc les assises un peu de cette démonstration. Bonjour tout le monde. Pendant que je m'installe, je vais... Oui, pendant que je m'installe, je vais... bon, moi, j'ai un beau petit PowerPoint, puis il n'est pas installé. Donc, moi, j'ai en première partie, le mythe que j'ai à déconstruire, c'est celui de... Attendez, c'est dur de penser en même temps, moi. Je vais juste l'enlever. Donc, je vais commencer par déboulonner le mythe sur la dette. Donc, j'ai 20 minutes. C'est sûr que je pourrais vous en parler beaucoup plus longuement, mais quand même vous donner quelques outils pour argumenter, parce que ça reste qu'on est sensible à ça lorsqu'on nous dit on n'a pas les moyens, on est trop endetté. On est tous sensibles à un discours comme ça et ça vient nous chercher, parce que c'est vrai, si ça va pas bien nos finances, faut qu'on se serre la ceinture. Hein, c'est le réflexe qu'on a. Donc, moi, ce dont je vais essayer de vous donner des outils pour voir que la dette du Québec, elle n'est pas du tout hors contrôle, au contraire, elle est bien gérée et que c'est plutôt utilisé, cet épouvantail de la dette pour justifier, si on veut, nos... merci. J'espère que je vais pouvoir l'ouvrir. Peut-être plus bas, non? Ça a l'air d'être pas le dossier. Ça va pas bien. On va y arriver. Il veut pas ouvrir. C'est pas un dossier point. Hein? Ouais. Ah, merci. La technique. Hein? Yes. Donc. Aïe, 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 aïe. Je vais me calmer, je vais arrêter de pitonner. Bon, ça va finir par ouvrir. Bon. Pourquoi il ne veut pas ouvrir? Ah, il est peut-être déjà là. Non, il n'est pas là. Annuler. Bon, habituellement, je suis habituée. Hein, c'est pas la première fois. Non, il ne veut pas fermer celle-là. Bon. Ah, monsieur le technicien. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais continuer, hein, essayer de... Qu'est-ce qu'il y a, lui? Ah, c'est moi, ça.
Oui, c'est moi. OK. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Voici la dette du gouvernement du Québec au 31 mars 2015. On parle des vraies affaires. Non, il ne faut pas utiliser ça. Donc, vous voyez la dette brute du Québec qui est en pourcentage du PIB. Donc, on est à 54,9 %. Et ça donne en chiffres 206 milliards. Donc, c'est sûr que lorsqu'on regarde en chiffres absolus, souvent on entend parler de la dette avec des chiffres. Donc, un chiffre comme ça, on appelle ça une donnée détachée. Hein, et si on compare à rien, si je vous dis que j'ai une dette de 206 milliards et je vous dis pas, je compare à rien d'autre, ça vous dit absolument rien. Donc, c'est pour ça que c'est toujours comparé au pourcentage en PIB qu'on peut aussi utiliser pour se comparer avec d'autres pays, qu'on peut utiliser pour se comparer avec d'autres provinces. Donc, c'est une proportion. Hein. Le PIB, c'est comme, si on veut, la richesse d'un pays, hein, le produit intérieur brut. Qu'est-ce qu'on a comme richesse? Et ça nous permet de voir par rapport à cette richesse-là le pourcentage qu'on est endetté. Donc, c'est vraiment une proportion qui permet aussi de relativiser, si on veut, les choses. De cette dette brute-là, on soustrait, dans le calcul au niveau du gouvernement, on soustrait les actifs financiers nets des autres éléments de passifs. Donc, actifs financiers, en termes simples, c'est des actifs à court terme qui sont liquides plus. Hein. Donc, on pourrait dire directement ces actifs-là, si je devais rembourser ma dette demain matin, je pourrais tout de suite les utiliser puis rembourser avec cette portion d'actifs-là. Et on a à ce moment-là la dette nette. Et de cette dette nette-là, on vient soustraire, les actifs non financiers. Ces actifs non financiers-là, c'est vraiment tout ce qui est les immobilisations du gouvernement, tout ce qui pourrait être des actifs à long terme, des biens qui ont une valeur durable. Mais ce sont des biens qui sont amortis, voulant dire que dans le temps, on réduit la valeur de ces biens par rapport à leur durée de vie, mais aussi l'utilisation qu'on en fait. Là, je parle en comptable. Hein. Mais si je vous dis ça plus simplement, c'est tout simplement de dire que ça serait ce qu'on a comme actif, mais au livre du gouvernement, donc qui est comptabilisé. Ça ne veut pas dire que c'est l'ensemble de la richesse du Québec. Hein, ça serait un chiffre comptable, OK? Donc, mais ça permet quand même de montrer que de cette dette-là, il y en a une portion qui est rattachée à ces actifs-là qu'on a, OK? Ensuite, là, le gouvernement fait une soustraction qui est comptable aussi, mais qui vient ramener que le solde de la dette, ensuite, la dette représentant les déficits cumulés. On peut penser que ce chiffre-là, ça voudrait dire que ça, c'est l'ensemble des déficits, le 124 millions. Ça serait l'ensemble des déficits des années précédentes, puis on les a additionnés. Mais ça, c'est faux, parce qu'on l'obtient par soustraction. Donc, moi, mes actifs, quand ils diminuent de valeur, ça vient gonfler, si vous voulez, mon chiffre de déficit. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est un calcul. Au niveau comptable, ça peut être acceptable, mais il ne faut pas avoir l'illusion de penser qu'on a fait cumuler tout ça de déficit au cours des années. Malgré qu'on fasse des déficits, c'est pas dramatique, on ne court pas après ça, mais même M. Filion, ce matin, dans un article, disait que moins d'1% du PIB, un déficit, c'est très, très raisonnable. Okay? Donc, si on se compare, on se console normalement. Donc, si on prend la dette nette, donc vous voyez, c'est un 50,7 % du PIB. Et vous avez là un tableau, il date de 2014, mais si vous regardez la moyenne de l'OCDE, c'est la courbe avec les petits picots, là, elle est autour de 78 % du PIB. Et si on regarde le Canada, voyez-vous, le Canada, on est en bas de 40 %. Mais mettons qu'on mettrait le Québec, on serait vraiment en dessous de la moyenne de l'OCDE. Donc, on n'a pas un pourcentage. Là, il y en a il y a des grosses discussions sur la dette, hein, vous êtes au courant. Il y en a qui vont dire, ah, mais là, ça n'inclut pas la part fédérale, ceci, cela. Mais c'est juste pour vous montrer que aussi, on met la dette vis-à-vis de laquelle on est responsable. Le gouvernement québécois, il y a des actifs, on ne met pas les actifs qu'on détient du Québec, du Canada non plus. Voyez-vous, la portion qu'on a du Canada non plus. Donc, on peut accepter ce chiffre-là quand même sans passer la journée à s'obstiner. Mais si vous voulez vous obstiner avec moi, on peut prendre un café une autre fois. Mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même respectable, notre niveau d'endettement. Donc, il y avait la notion de bonne dette, mauvaise dette que j'ai déjà commencé à vous présenter, voulant dire que la mauvaise dette, c'est souvent ça qu'on entend, la mauvaise dette, ce serait la dette qui est liée au déficit. Et le jargon qu'on entend aussi, c'est souvent de dire on s'endette pour payer l'épicerie. Hein? On essaie de ramener avec la fameuse analogie du bon père de famille, qui est une erreur aussi, là, parce que, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais le gouvernement puis un père de famille, on n'a pas les mêmes finances. Hein? Un père de famille, premièrement,
il va finir par vieillir, son niveau de vie va changer, il va être à la retraite. Donc, c'est normal qu'on pense à long terme, puis on a c'est plate, là, mais on va tous mourir, je vais vous dire ça aujourd'hui. Mais un gouvernement, il y a une durée de vie infini. Donc, c'est comme un adolescent de 16 ans ou 17 ans, mettez-y l'âge que vous voulez, mais il est toujours en croissance économique, normalement. C'est pour ça qu'on veut toujours de la croissance aussi. Mais indirectement, c'est comme de dire, c'est quelqu'un qui a pas d'âge, hein, donc il n'y a pas une durée de vie qu'à un moment donné, il va avoir moins de revenus. Donc, c'est pour ça que cette analogie-là, elle est fausse. Donc, la mauvaise dette serait celle qui serait due au déficit et la bonne dette liée aux infrastructures. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est un faux calcul. Et parce que je suis trop vite, hein, je passe en avant de mes assiettes, je les ai dépassés. Donc, la bonne dette, elle serait plus grosse, si vous voulez, parce que nos actifs aussi sont amortis. En plus, les actifs du gouvernement ne sont pas tous comptabilisés. Il y a beaucoup de choses que la comptabilité ne prend pas en compte. Hein. Donc, la comptabilité, c'est bien. C'est rigoureux, mais c'est vraiment basé sur des faits passés. Donc, on ne comptabilise pas des choses qui sont à venir ou des valeurs marchandes, des choses comme ça. Donc, c'est très conservateur comme valeur. Donc, c'est pour ça aussi que ça donne une illusion d'endettement plus grand parce que les dettes, on les doit, là, mais les actifs, on ne les comptabilise pas tous. Donc, comment on pourrait évaluer si notre dette est trop élevée? Au niveau financier, en général, on dirait qu'on est trop endetté parce qu'on n'est plus capable de rembourser nos dettes. Ça, c'est un signal assez important. On n'est pas capable de réemprunter. Donc, quand on a de la difficulté à aller chercher d'autres financements, c'est mauvais signe. Et aussi, si tout ça va mal, habituellement, d'avoir des taux d'intérêt raisonnables, c'est très difficile. On a vu avec la Grèce la problématique qu'ils ont eue. Donc, c'est justement dû au fait que leur dette était... On va voir tout à l'heure, mais la dette était, comment on pourrait dire, les cotes de crédit étaient très mauvaises. Donc, avec des mauvaises cotes de crédit, ça faisait en sorte que les taux d'intérêt sur le marché étaient très élevés. Donc, ils n'arrivaient pas à réemprunter pour rembourser leurs dettes à des taux raisonnables. Donc, le risque d'illiquidité, c'est la capacité du gouvernement à faire face à ses engagements financiers à très court terme. Donc, juste pour vous rassurer, la dette du gouvernement est très bien gérée. Moi, je vais dans les états financiers, je suis comptable, je suis chanceuse, j'ai ce plaisir-là. Donc, je vais dans les états financiers du gouvernement et il gère bien le risque. Il gère le risque, mettons, que les taux de change fluctuent. Il gère le risque, mettons, qu'on va avoir des dettes qui vont être appelées à plus court terme. Donc, tout ça est géré. Et le risque d'illiquidité, par exemple, ils vont aller avoir des sommes qui sont réservées pour payer des dettes à très court terme, pour ne pas être obligé d'aller emprunter dans de mauvaises circonstances. Donc, les derniers états financiers que j'ai regardés, c'était ceux du 31 mars. Il y avait pour 15 775 millions de réserves. Donc, en gros, la dette à court terme, à chaque année, la tranche qui est remboursable, ça varie. C'est à peu près au moins 50% de la tranche à court terme à rembourser. C'était pour l'année 2017. Donc, c'est vous montrer qu'on a quand même des liquidités. On n'est pas mal pris. Ensuite, les taux d'intérêt dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous regardez les taux d'intérêt moyens sur la dette au 31 mars 2016, ils étaient de 3,63 %. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à l'emprunter à 3,63 %, mais les entreprises, par exemple, ou quoi que ce soit, même si les taux d'intérêt sont très bas, ça reste que 3,63 %, c'est un excellent taux. Donc, ça veut dire que si on a un bon taux, on a une bonne cote. Et effectivement, on a une bonne cote. Donc, si vous regardez, ça, c'est les cotes 2014, je les ai vérifiées en 2016, sont encore les mêmes cotes. Donc, notre capacité à rembourser la dette au Québec, c'est élevé à très élevé. Donc, on a notre niveau de cote de crédit, on a une excellente capacité de rembourser. Donc, c'est pour ça qu'on arrive aussi à emprunter à des taux d'intérêt intéressants. Finalement, on nous parle toujours, quand on nous parle de la dette, des fameuses générations futures. On va laisser de la dette à nos enfants, pareil comme si on pouvait découper dans le temps des générations comme ça, et qu'actuellement, on paye cette partie de dette-là, puis là, on va laisser cette partie de dette-là. Donc, ça aussi, c'est un peu difficile à suivre, mais ça l'amène aussi, cette idée-là, que c'est un peu paradoxal, parce que le gouvernement il essaie de plus en plus, comme le disait Véronique tout à l'heure, d'amener
si vous voulez, une philosophie d'utilisateur-payeur. Donc, d'où le fait qu'on a de plus en plus de tarifs, de la tarification et moins d'impôts, parce qu'on veut que les gens qui payent pour ce qu'ils utilisent. Donc, la logique de l'utilisateur-payeur, si vous voulez, c'est un peu une façon de nous désolidariser aussi. Hein. Je vais payer pour mon médecin, je ne veux pas payer pour ta garderie, je ne paierai pas pour tes études. Donc, vous comprenez, c'est un peu cette idée-là. Donc, par contre, quand on arrive avec la dette, là, il ne faut pas laisser ça à nos petits-enfants. Donc là, on a vraiment un autre esprit, là. Hein. On arrive avec un autre endroit. Donc, on peut voir que c'est 2 poids, 2 mesures. Hein. Dépendamment de ce qui arrange, hein, on va choisir le discours. Et c'est vraiment une idée de payer seulement pour les services qu'on utilise. Hein. Et si on n'est pas solidaire, c'est sûr qu'on n'a pas le goût de payer pour les affaires des autres. Hein. Mais si on comprend qu'un gouvernement, il y a une assiette fiscale de revenus, il va en chercher un peu partout, mais il en redistribue aussi un petit peu partout. Donc, c'est aussi une façon de dire on reste solidaire dans ce sens-là et d'avoir une solidarité intergénérationnelle. On peut l'avoir dès maintenant parce qu'on est tout le temps avec des personnes plus âgées, des personnes plus jeunes autour de nous. On peut l'avoir dès maintenant, la solidarité intergénérationnelle. Et il ne faut pas oublier aussi que les dettes, ils ne viennent pas seules. Hein. Donc, souvent, on a des infrastructures, on investit. Donc, quand on désinvestit dans les services publics, bien, c'est pour nos enfants aussi qu'on leur laisse un tissu social qui est effrité, hein, qui est de moins belle qualité. Donc, il y a aussi cette solidarité-là, c'est de penser que ce qu'on laisse, c'est pas seulement des dettes, mais c'est aussi des infrastructures. Donc, de rendre ça quand même, ramener le fait que nos services publics, c'est gage de notre qualité de vie à tous et que c'est c'est de l'investissement dans le long terme tout le temps. Hein. J'avais une collègue, moi je suis prof, hein, qui avait dit, moi je suis assez tannée d'être une dépense. Elle dit, j'étais un investissement. Donc, c'est de voir qu'il y a quand même des choses qui sont les dépenses publiques, il faut les voir comme des investissements, de la même façon que la santé. Hein. On nous parle souvent, quand on parle de l'intergénération, la dépendance démographique. Donc, le poids des personnes âgées va augmenter et là, ça va faire en sorte que ça va être plus difficile de payer nos services publics. Et à ce moment-là, on utilise un rapport qui s'appelle le rapport de dépendance démographique. Ce que ça fait, ce rapport de dépendance démographique-là, ça permet de calculer pour 100 personnes qui sont actives. Donc, c'est vraiment un chiffre, là, c'est un ratio. Ça n'a pas de forme, là, c'est vraiment un chiffre bête là, qui prend l'ensemble de la population et avec l'âge, tout simplement, entre 20 ans et 64 ans, on considère que c'est la population active. En bas de 20 ans, c'est des gens qui sont inactifs et plus de 64 ans, vous devenez inactif aussi. Donc, c'est vraiment un chiffre très bête, si on veut. Et si on regarde le tableau que vous avez là, en 71, mettons, on était vraiment dans la période où il y avait beaucoup d'enfants. Le bleu, c'est la portion de population qui avait moins de 20 ans et le rouge, c'est la portion de population qui avait 65 ans et plus. Donc, si on regarde ça, on est à 85 % à peu près de personnes inactives par rapport à 100 % de personnes actives. C'est ça que ça veut dire, ce rapport de dépendance-là. Il n'y a pas de profondeur, le chiffre. Hein. C'est vraiment, on prend ça se calcule là, sur le coin d'une table avec un chiffrier Excel, ça. Donc, si on regarde les années, vous voyez les prospectives, si on regarde vis-à-vis 2016, on sera autour de 62 % à peu près. Et la prospection, c'est qu'autour de 2051, par exemple, on reviendrait un peu comme dans les années 70. Je pense que vous vous rappelez quand même que les années 70, c'était des années de croissance. On appelait ça, ça faisait partie encore des 30 glorieuses, je pense, oui, jusqu'en 75 à peu près, 76. Donc, c'est quand même des années où aussi le Québec était en ébullition, où il se passait plein de choses. Donc, c'était pas mauvais pour l'économie non plus. Et les limites aussi de ce chiffre-là, c'est vraiment de penser que parce qu'on est retraité, c'est vrai qu'on n'a plus de revenus de salaire, mais on a encore des revenus. On est encore actif. C'est pas parce qu'on est sorti de la vie salariée qu'on s'implique plus, qu'on participe plus à la société. Et on dit que les gens coûtent plus cher en soins de santé, mais malgré que la population est vieillissante, mais les gens sont plus en santé que dans les années 70, par exemple, où on a augmenté quand même la qualité de vie. Et souvent, mettons, les personnes âgées utilisent peut-être plus les soins de santé, mais les plus jeunes, eux, ils utilisent plus les garderies, les écoles, ces choses-là. Donc, ils sont des frais là aussi. Donc, il ne faut pas penser que on n'a pas les moyens de se payer des soins de santé et l'éducation.
Donc, finalement, la limite de ce rapport de dépendance-là aussi, c'est de dire que nos impôts, ils contribuent toujours à payer les dettes du passé, les dettes de maintenant, puis on va en payer pour les dettes futures aussi. Et on n'arrête pas dans le temps la dette d'un gouvernement. C'est pour ça que vous avez peut-être déjà entendu cette phrase-là, les gouvernements ne remboursent jamais leurs dettes. Et c'est vrai, parce que la taille de l'économie grossit, puis on investit, et c'est mon adolescent qui est toujours à la période de l'année de sa vie où il doit emprunter pour assurer, pour pouvoir s'assurer une bonne qualité de vie. Donc, on est à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas Excusez. Finalement, juste une dernière petite chose, j'espère que je vous ai rassuré un peu par rapport à la dette. C'est une citation de Thomas Piketty qui disait que si lui, il y allait un peu fort, là, mais il disait que c'était une blague, même la dette. Il dit, ce qui est le plus inquiétant, c'est plus la dette environnementale. Donc, si on a des choses dont on devrait vraiment être inquiet, que nos gouvernements devraient être vraiment inquiets, c'est vraiment plus quelque chose qui est urgent, là. On peut le voir à ce niveau-là. Donc, j'ai terminé pour ma partie. Oui, ça serait une bonne idée. Oui, ça c'est bon. Attends un petit peu. Pourtant, je suis très bonne. J'ai l'air nulle, là, mais j'enseigne quand même. Oups, attendez, c'est ça. C'est pas parfait, merci. C'est bon. Alors, merci beaucoup, Chantal. Vous reviendrez tout à l'heure pour la table ronde, évidemment, pour répondre aux questions pour la période d'échange. Alors, vous avez compris que le premier mythe à déconstruire, il l'a été, c'était celui qui dit « il y a urgence de rembourser la dette ». Alors, on passe maintenant au deuxième mythe à déconstruire, qui dit, celui-là, il faut créer de la richesse avant de la redistribuer. C'est ce qu'on peut lire sous la plume, entre autres, d'Alain Dubuc régulièrement, mais il n'est pas le seul. Alors voilà, la personne que j'avais au micro maintenant, c'est Éric Pinault, économiste et sociologue. Il est professeur en sociologie à l'UQAM, également à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. Il est membre du collectif d'analyse de la financiarisation du capitalisme avancé, le CAFCA. Et il est l'auteur du livre « Le piège énergie Est », paru en 2016 à Éco-Société récemment aussi. Alors, vous le savez déjà, il s'intéresse à l'économie financière, à l'économie des ressources naturelles, à la transition écologique et aux transformations de ce qu'on vit, c'est-à-dire le capitalisme avancé, quoi. Éric Pinault, c'est à vous. Oups, excusez. Merci beaucoup. Je vais y aller sans... Je préfère pas avoir de PowerPoint. Les gens qui sont en formation souvent me disent d'éviter les PowerPoint parce que j'ai tendance à devenir autiste avec le PowerPoint et commencer à dialoguer avec. Alors, je vais y aller avec mes notes. J'ai pas besoin de chiffres. On vient d'avoir beaucoup de chiffres. Je veux plutôt vous présenter un principe. Je veux vous présenter le modèle d'analyse économique sous-jacent à cette fameuse phrase qu'on entend ad nauseum qu'avant de redistribuer, il faut produire de la richesse. Alors, je vais commencer par regarder avec vous le modèle économique qui permet de construire ce raisonnement tel qu'il se dessine actuellement. Un peu regarder les prémices en arrière. Qu'est-ce que ça implique en termes de conception de l'État, conception du secteur public, conception du secteur privé, le rôle des entreprises versus le rôle des entreprises privées versus le rôle des entreprises publiques impliquées dans ce modèle. Et après, regarder d'autres façons de regarder ce même partage entre public et privé. Et finalement, si j'ai le temps, alors il va falloir peut-être me faire un flag, mais si j'ai le temps, j'aimerais questionner la conception même de la richesse qui est en amont de cette phrase. Parce que pour moi, il y a déjà là un premier problème qu'on devrait examiner. Alors, je vais commencer par le modèle tel qu'il existe. Alors, quand on dit, avant de redistribuer, il faut créer de la richesse, il y a un ensemble de prémices, avant même de rentrer dans le modèle. La richesse dont on parle, c'est une richesse monnayable. On fait un équivalent, on parle d'une richesse sociale auquel on a accès via un paiement monétaire. Et on exclut toutes les formes de richesse qui ne sont pas monnayées ou monnayables, donc celles qu'on ne peut pas échanger. Alors déjà d'emblée, on vient de réduire ce qu'on entend par richesse à ce qui est capable d'être converti, non pas juste virtuellement. On peut mettre un prix sur un écosystème, on fait souvent ça en analyse coût-bénéfice, mais on ne peut pas acheter l'écosystème.
Alors, on parle ici d'une richesse qu'on peut acheter, donc ce qui fait l'objet d'une circulation. Donc, on parle des biens et des services. Ce que mesure ordinairement le PIB, le produit intérieur brut. Je vais revenir là-dessus tantôt. Donc, on vient de réduire ce qu'on entend par richesse. Et donc, il faut examiner, quand on parle de création de richesse ou de production de richesse, on va examiner un modèle où on enferme le raisonnement dans des flux monétaires. Alors, on va aller regarder un peu ces flux monétaires. Le circuit monétaire qui est sous-jacent au modèle, c'est un circuit monétaire que je pourrais appeler le modèle entrepreneurial de création de richesse. Alors, dans ce modèle entrepreneurial, on commence par définir ce qu'on va appeler des dépenses productives. Dans une dépense productive, c'est la capacité, on va dire qu'on a des individus dans la société qui ont une capacité de dépense autonome. Ils sont capables de faire apparaître de l'argent, on ne sait pas d'où pour le moment, je vais revenir sur d'où peut venir cet argent, mais ils sont capables de faire apparaître de l'argent et de la dépenser productivement. Cette dépense productive, ça traduit en travail, donc en emploi, et on présume éventuellement en biens et services monnayés. Et ce qui est vraiment important pour qu'il y ait création de richesse dans ce modèle, c'est que ces biens et services doivent engendrer des effets, il faut avoir des revenus. Donc, il faut que la richesse produite engendre des revenus, il faut que ces revenus soient capturés dans des circuits privés. Alors là, on va parler effectivement de création de richesse. Alors, il y a 3 moments importants. Le premier moment, c'est ce qu'on va appeler, alors dans le jargon d'économistes post-keynésiens, on va dire la capacité de dépense autonome. Moi, je peux dépenser de l'argent et je n'ai pas besoin que quelqu'un m'en donne. Je peux dépenser dans ce modèle entrepreneurial. D'où je l'apprends? Je l'ai épargné, je l'ai emprunté, je l'ai trouvé, j'ai déterré un coffre sur une île, puis il y avait plein d'argent dedans. On ne pose pas la question. On se dit, on a des individus dans la société qui ont cette dépense autonome. Cette dépense autonome engendre du travail parce qu'il faut traduire ces signes monétaires en production. Et cette production crée des biens et des services qui font l'objet d'une rémunération sur le marché, c'est-à-dire qui se traduisent par un flux de revenus qui viennent finalement valider la dépense initiale. Hein? Donc, j'ai dépensé, puis oups, j'arrive à la fin avec un revenu, et je peux dire, mais regardez, c'est grâce à cette dépense première qu'à la fin, j'ai un revenu, et ce revenu, il est mien. Et là, on a création de richesse. Alors, le petit modèle très simple que je viens de vous présenter ne parle même pas encore d'investissement versus production. Je fais abstraction de ça pour le moment. Est-ce que ma dépense initiale, c'était de faire exister quelque chose qui n'existe pas encore? Investir dans un nouveau procédé, investir dans un procédé de fabrication, dans une innovation technologique, ou est-ce que j'ai juste plus du même? Hein, j'ai dépensé pour acheter des matériaux pour faire rouler mes machines. On s'en fout pour le moment. Dans un cas comme dans l'autre, on a ici des dépenses productives. Et ça, c'est vraiment important de se rappeler de cette notion de dépense productive, parce que tantôt, quand on parlait de la dette, on se disait, justement, nous, les profs du secteur public, on dit, on n'est pas une dépense, on est un investissement, parce qu'on se sent coupable d'être juste une dépense, mais ce qui est fascinant, c'est que dans le monde du modèle entrepreneurial, dans le secteur privé, une dépense, elle est productive. On n'a pas à se sentir coupable de dépenser, parce que toute dépense se traduit par une création de richesse. Tandis que dans le secteur public, on n'est pas certain. Je vais avancer dans quelques minutes sur. Donc, on a dépenses productives, travail et donc emploi et production de biens et de services qui engendrent une richesse privée. Alors, juste dans ce flux-là, ce petit circuit, il y a des petits éléments qu'il faut ajouter. Alors, quand il y a vente de biens et de services et qu'il y a revenus, on présume que ces revenus valident la dépense initiale. Et dans cette dépense initiale, il y a eu des salaires de payer. OK? Alors, déjà là, dans notre petit modèle, il y a eu distribution de richesse. Avant même qu'il y ait création de richesse, la personne qui a dépensé de l'argent, elle a acheté des matériaux, puis elle a payé des salaires. Puis à la fin du processus de production, quand l'entrepreneur vend ses produits sur le marché, reçoit les recettes, rembourse ses dépenses et garde la balance qu'on va appeler le profit. Alors, il y a déjà une répartition de richesse entre salaire et profit. Avant même qu'on ait là, parlé de redistribution d'État. Et ce qui est important, c'est que dans le modèle entrepreneurial, on naturalise cette répartition. On se dit, comment ça se répartit entre salaire et profit? Ah, ça, c'est le marché qui décide. C'est la productivité marginale du travail. C'est une espèce de calcul qu'on peut faire si on veut s'amuser, qui fait que, oups, par nature, il y a une part des revenus
qui vont revenir sous la forme d'une validation des dépenses de salaire. Okay? Donc, ça c'est important aussi à se rappeler. Et donc, ce n'est pas vrai qu'avant de redistribuer la richesse, il faut en créer. En fait, quand on crée de la richesse, on distribue des droits sur les richesses futures, sous deux formes. Sous la forme de profit anticipé et sous la forme de salaire. Et là, je veux tout de suite un premier point important pour le travail qu'on peut faire ici, pour les réflexions qu'on mène à relation, c'est qu'une des grandes transformations, je dirais, dans la façon dont on envisage les questions économiques parmi les progressistes, c'est qu'on a un peu démissionné sur cette première redistribution de richesse. On est de plus en plus gêné à agir sur cette distribution entre profit et salaire, sauf dans une lutte qui est extrêmement importante et qui est nouvelle, qui est la lutte du 15 $ par jour. À l'heure, excusez-moi, par jour. Excusez-moi, 15 $ à l'heure. La lutte du 15 $, et c'est pour ça que cette lutte-là, elle est extrêmement importante. C'est une lutte qui ne porte pas sur la redistribution par un État ex post qui vient jouer. Non, c'est une lutte qui porte sur le point de production, sur cette répartition, et qui permet de poser une question qu'on se pose de moins en moins. Est-ce que la répartition profit-salaire, elle est juste? En disant 15 $ de l'heure, c'est le minimum, on est en train de dire que toute répartition qui n'obéit pas à cette norme est injuste. Et ça, c'est quelque chose, je suis extrêmement content et heureux qu'on soit capable au Québec, depuis 1 an ou 2, d'avoir ce débat. Ça veut dire qu'on est capable de nouveau d'avoir un débat politique sur la justice sociale au point de la production plutôt que d'attendre après. Bon, je vais continuer maintenant mon exposé. Alors, création de richesse, bon, modèle très simple, avec 2 variantes, mettons. Il y en a pour lesquelles il ne suffit pas de vendre des produits et des services, parce que ça, en soi, ce n'est pas de la vraie création de richesse. Non, pour beaucoup de personnes, la vraie création de richesse, c'est quand on réussit à vendre des produits et des services ailleurs. Si on les vend au Québec, ça ne compte pas. Il faut vendre ça ailleurs, dans un ailleurs exotique de préférence, un ailleurs qu'on construit comme une espèce de paradis de la croissance. Donc, on va parler de l'Asie, par exemple. Alors, si on vend ça là, vraiment, on crée de la richesse. Tandis que si on le vend à Drummondville ou à Yamachiche, non, là, ce n'est pas de la création. On se brasse des affaires entre nous, aucune gloire là-dedans. Donc, la vraie création de richesse, c'est de réussir à aller... Et là, on a une vision très particulière de l'économie mondiale. C'est comme une tarte. Il faut aller chercher notre part de la tarte. En fait, on a un mot compliqué en économie, on parle de néo-mercantilisme. Une vision d'un jeu à somme nulle. Il y a une quantité limitée de richesses qui existent sur la planète Terre et on doit aller chercher notre part, on doit aller conquérir des marchés, sinon on va décroître au profit des autres qui vont croître à notre place. Et donc, la vraie création de richesse, c'est l'exportation. Et ça, il y a tout un ensemble de politiques économiques axées sur cette contrainte à ce que moi j'appelle l'extraversion. Il faut aller ailleurs pour créer de la richesse. Ça, c'est une variante. L'autre variante, c'est la variante, le culte de l'innovation. Il ne faut pas produire des biens et des services. Non, il faut innover. Il faut donc avoir du nouveau. Et si ce n'est pas nouveau, ce n'est pas de la richesse. Alors encore là, on a un ensemble de politiques économiques qui visent, excusez-moi, à soutenir, à soutenir l'innovation dans le secteur privé. Et on va même, excusez-moi, on va mettre le secteur public au service de la production et de l'appropriation privée de l'innovation. Et ça, c'est très nouveau aussi de faire ça. Il y a 30-40 ans, nos politiques de recherche et développement, notre politique d'innovation ne visait pas exclusivement, exclusivement à nourrir les entreprises privées en droit exclusif sur l'innovation. Je vais être plus terre à terre, là. Il y a 30 ans, c'est Hydro-Québec qui aurait développé l'éolien au Québec. Ce n'est pas les entreprises privées. Non, la transition dans laquelle on s'engage actuellement, là, sur le plan énergétique, on aurait mis un entrepreneur public. Mais puisque, et là j'arrive à la deuxième partie de mon exposé, puisque on part du principe que le secteur public ne peut pas créer de la richesse, eh bien, on va demander au secteur privé de développer. Alors, j'arrive maintenant au deuxième niveau de mon exposé. Alors, dans ce modèle-là, c'est quoi la place du public? Alors, une fois que la richesse, elle est créée, arrive l'État. Alors là, on a un problème. On a de la richesse privée, et cette richesse privée, c'est concret, c'est des flux de revenus appropriés. C'est dans les poches des gens. Les capitalistes ont leur profit, les travailleurs ont leur salaire, c'est dans la poche des gens, et là, on doit trouver une manière de socialiser
cette richesse-là, transformer de la richesse privée en richesse publique, et on doit se développer ou se donner un critère de justice pour le faire. Ça doit être juste et légitime d'aller puiser dans les poches des gens pour... Et là, on se chicane sur les critères de justice, on se chicane sur la viabilité de la ponction en disant, oui, mais là, si on en prend trop, ils vont aller ailleurs, mais là, si on en prend trop, les travailleurs vont travailler moins, comme si on était tous capables de décider de la quantité de travail qu'on offre sur le marché. Hein, puis que oui, je paye trop d'impôts. Non, c'est fini. Là. Moi, je me mets à 29h05. J'ai fait le calcul, là. 29h, 5 minutes, là. Après ça, je paye trop d'impôts. Fait que je vais aller négocier avec mon employeur ça. Puis ça va être de même. Comme si c'était possible de faire. Donc, mais on tombe dans cette idée qu'on doit socialiser de la richesse privée. Ex post, une fois qu'elle est créée. Et là, on a un deuxième circuit. Alors, cette richesse socialisée qu'on va ponctionner, l'État se l'approprie. L'État pourrait la donner directement aux citoyens. Ça se fait, toutes sortes d'allocations qui se promènent dans notre économie, où on va soutenir directement. Alors, c'est un transfert. On prend d'une poche, on met dans l'autre. Mais une grande partie du circuit public n'est pas sous cette forme. Une grande partie du circuit public, alors, dans le modèle, ce n'est pas dans la réalité, parce que je vais vous raconter une autre histoire dans quelques secondes. Donc, dans le modèle, on se dit, on prend dans la poche des gens et des entreprises, et là, on dépense. Mais c'est des dépenses non productives. C'est des dépenses qui ne produisent rien. Par contre, ces dépenses se traduisent en salaires. Et ces salaires impliquent donc des prestations qui créent des biens et des services, mais ces biens et des services publics ne sont pas de la richesse. Si on suit le modèle, c'est de la richesse dérivée de la richesse privée. Ce n'est pas de la vraie richesse, c'est de la fausse richesse. Alors, et là, on peut créer cette richesse-là comment? Cette richesse publique qui est de la fausse richesse, on peut la créer soit en ponctionnant la richesse dans les poches des gens aujourd'hui, ou soit, comme tu l'expliquais tantôt super bien, en disant non, on va emprunter ces marchés, puis on va piger dans les poches de nos petits-enfants. Comme si on était un jour pour rembourser la dette publique, ce qui est, en tout cas, on pourra revenir là-dessus dans le cas du débat. Alors, ça, c'est, je dirais, le scénario dans lequel on est pris à avoir nos débats sur les services publics, sur la justice sociale au Québec. C'est le cadre néolibéral dont il faut se sortir. Et heureusement, la théorie économique, ça fait longtemps qu'elle est rendue ailleurs. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a dans une économie capitaliste 2, et aujourd'hui 3, mais on va commencer par 2 sources de revenus autonomes, de dépenses autonomes. Excusez-moi, pas de revenus, de dépenses autonomes. C'est-à-dire qu'il y a 2 acteurs qui ont une capacité de dépenses productives. Il y a évidemment nos entreprises qui ont cette capacité de dépenses parce qu'elles ont essentiellement une capacité d'emprunt auprès des banques. Et ces banques, elles, ont le privilège de création monétaire, et c'est comme ça que tourne notre économie. Mais l'État aussi a une capacité de dépense autonome, peut emprunter, peut créer de la monnaie ex nihilo à travers une banque publique, une banque centrale, et créer de la richesse qui engendre des effets de revenus. Quand je donne un cours, ou quand vous allez à l'hôpital, ou quand vous allez, 5 minutes, parfait, quand vous allez au CLSC, quand vous empruntez le métro, tous ces biens, ces services engendrent des revenus pour les gens qui travaillent, vous donnent un service qui est une forme de richesse. Et donc, en fait, on a un circuit public qui représente au Québec, on est dans la moyenne, à peu près 30 % de notre PIB. À peu près 30 % de notre PIB qu'on peut rattacher à ce circuit de création de richesse publique. Le problème, c'est que ça s'en va dans les poches de personnes, d'un côté. Hein, donc, ça s'en va. À la fin, il n'y a pas de profit qui correspond, il y a juste des salaires, il y a juste des revenus. Ça, c'est un des problèmes conceptuels pour le penser. Et l'autre problème, c'est que l'origine, eh bien, elle est transparente. On ne demande pas à un entrepreneur d'où il tient son argent, tandis que l'État, on le sait, soit l'État emprunte, soit l'État ponctionne. Alors, la façon de penser ce circuit public, c'est de le penser à l'envers. L'État dépense, et ces dépenses, dans la mesure où elles sont productives, parce qu'un État peut faire des dépenses improductives, c'est très possible, mais dans la mesure où les dépenses sont productives, ça engendre des revenus, et ces revenus valident les dépenses initiales. Et on a un circuit public qui crée de la richesse. Et là, on arrête de se chicaner sur combien d'argent qu'on va aller chercher dans la poche des gens. La raison qu'on va chercher de l'argent dans la poche des gens, c'est qu'on veut éviter de l'inflation. C'est que si l'État faisait juste dépenser, puis ramassait pas après, de l'autre côté des revenus,
on serait pris dans une spirale inflationniste. L'argent créé par l'État gonflerait les prix, puis ça s'évaporait. La valeur s'évaporait. Il faut avoir un système d'impôts efficace de manière à éviter l'inflationniste. Les États qui vivent des inflations galopantes sont des États qui ont des systèmes fiscaux qui ne fonctionnent pas, qui sont incapables de capturer les revenus créés par le circuit de la dépense publique. Ce que je vous dis là, ça a peut-être l'air un peu ésotérique. Vous me dites, Éric, il n'y a personne qui m'a jamais expliqué le secteur public comme ça, mais allez à la Banque du Canada, puis ils vont calmement vous expliquer que eux, leur modèle, ils fonctionnent tous comme ça. Allez au ministère des Finances, puis ils vont vous dire un peu de manière gênée, oui, c'est vrai que c'est comme ça que notre modèle il fonctionne. Oui, on doit tenir compte de l'effet multiplicateur des dépenses publiques, pas juste des investissements. Mais ce n'est pas comme ça qu'on a notre débat public ni à gauche ni à droite. On fait comme si l'État est un bon ou un mauvais parasite. C'est le modèle qu'on appelle Robin des Bois. Alors oui, il faut redistribuer de la richesse. Il faut enlever dans les poches des plus riches pour en redonner aux plus pauvres. Oui, l'État doit faire ce travail de redistribution. Mais ce travail de redistribution n'est pas à confondre avec l'obligation, dans une économie complexe comme celle du Québec ou du Canada, l'obligation de l'État de maintenir le circuit public à un niveau compatible avec la structure de notre économie. On a besoin d'un État qui représente, grosso modo, entre 25 et 35 du PIB, puis dans certains cas, ça pourrait monter jusqu'à 40 puis ça ne serait pas grave. C'est même nécessaire. Pourquoi? Parce que l'État, comme acteur économique, ne dépense pas de la même manière qu'une entreprise privée. Quand les entreprises privées s'en vont en courant, l'État, normalement, maintient ses dépenses. Donc, il y a une obligation d'un certain niveau de dépenses publiques. J'en arrive à la conclusion. Il me reste peut-être 2 minutes. Je peux-tu me permettre? OK, super. OK, une conclusion qu'est-ce que ça nous amène à discuter comme solution, Alors, premièrement, comme mythe à défaire. Premièrement, toute création de richesse est une distribution de richesse. On ne s'en sort pas. Il faut pouvoir agir sur les deux à la fois, premièrement. Deuxièmement, le circuit public est autant créateur de richesse que le circuit privé. Ce n'est pas vrai qu'une garderie privée crée plus de richesse qu'une garderie publique. Donc, troisièmement, une économie complexe, mixte, comme on a au Québec, doit avoir un circuit public fort autant qu'un circuit privé fort, dans la mesure qu'on va rester dans le capitalisme. On pourrait vouloir aller ailleurs. Ce qui implique que quand un État comme le nôtre fait de l'austérité, il contribue à ralentir durablement l'économie. Alors, j'ai dit tantôt qu'il y avait 2, mais peut-être 3 sources de dépenses autonomes. Puis là, j'arrive à ma conclusion. Dernière affaire, je veux dire. Malheureusement, depuis la crise de 2010, nos 2 moteurs de dépenses autonomes sont au ralenti. Les entreprises sont assises sur des milliards, investissent peu, ont baissé leur production. Les États font de l'austérité. Il y a une troisième source nouvelle de dépenses autonomes qui est apparue autour de 2003-2004. Ce sont les ménages. Quand un ménage reçoit un revenu de l'extérieur, ce n'est pas la dépense autonome, c'est de la dépense induite. Tu dépenses ce que tu gagnes. Une dépense autonome, il y a une formule que j'utilise dans mes cours, tu gagnes ce que tu dépenses. Donc, il faut que tu dépenses en premier pour gagner. Un ménage ne peut pas gagner ce qu'il dépense, à moins qu'il emprunte. Et pour emprunter, il faut qu'il y ait un collatéral. Depuis 2005-2006, le collatéral s'appelle nos résidences. Et donc, en Amérique du Nord, depuis 2005-2006, il y a une nouvelle source de dépenses autonomes très fragile, très problématique, qui sont les ménages qui utilisent des marges de crédit hypothécaires, des cartes Visa, toutes sortes d'autres outils d'endettement pour dépenser, et c'est eux qui, malheureusement, depuis la crise, maintiennent à flot notre économie. Parce qu'on n'agit pas sur les 2 autres foyers. Donc, ce n'est pas un modèle non plus qui est viable à long terme. Alors, j'arrêterai là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de questionner le PIB et de questionner les autres formes de richesse, mais ça viendra dans la discussion. Merci. Merci beaucoup, Éric Pinault. Alors voilà, donc, on a assassiné le 2e mythe. On va passer au 3e mythe. L'austérité est un passage obligé.
Alors, j'invite maintenant Evelyne Couturier, qui est diplômée en sciences politiques, qui est chercheur, qui a été analyste devant la Régie de l'énergie pour le regroupement des organismes environnementaux en énergie et qui est maintenant à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS, où elle travaille comme chercheur sur les inégalités de revenus, l'évolution du système de retraite au Québec et l'impact des politiques publiques sur les femmes particulièrement. Alors, est-ce que l'austérité est un passage obligé? Voilà. Alors, bonjour. Alors, est-ce que l'austérité est un passage obligé? Alors, pour commencer ma présentation, on va mettre un peu au clair qu'est-ce que c'est l'austérité, ce qu'on nous dit, ce que c'est dans les faits. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit que c'est l'austérité? On nous dit que c'est couper dans les dépenses de l'État dans l'objectif de rembourser la dette ou de redresser l'économie, mais d'avoir une économie qui est stable. Alors, avant de regarder plus en détail ça, il faut rappeler quelque chose, que couper dans les dépenses des États ne veut pas dire réduire l'argent qui est dépensé d'une année à l'autre, parce que l'État, il est normal que d'une année à l'autre, il y ait une croissance des dépenses. Pourquoi est-ce qu'il y a une croissance des dépenses? Majoritairement pour 3 raisons. Premièrement, eh bien, le coût de la vie augmente chaque année. Alors, on le sait, aller acheter un trio McDo, un trio Big Mac au McDonald's, il y a quelques années, ça coûtait 5 $. Maintenant, ça coûte un peu plus cher. Donc, pour acheter exactement les mêmes biens, acheter exactement les mêmes services, ça coûte plus cher. Donc, d'une année à l'autre, si on veut que l'État dépense, offre les mêmes biens, offre les mêmes services, il est normal qu'il paye plus cher. Ensuite, il y a le poids démographique. On le sait, le Québec, le Canada, les pays occidentaux voient leur population augmenter année après année parce qu'on fait des bébés et on accueille des nouveaux arrivants. Alors, plus de personnes, si on veut donner exactement le même niveau de biens et de services, va coûter nécessairement plus cher. Donc, ça coûte plus cher année après année et il y a plus de personnes qui ont besoin de ces biens et services-là, donc encore plus d'argent. La troisième raison pour laquelle c'est normal de voir l'État dépenser plus d'argent, et là, pour exactement le même panier de services, on n'est pas en train d'ajouter, d'améliorer les services, on dit exactement la même chose d'une année à l'autre, c'est que les besoins changent. Et les besoins changent, je ne veux pas simplement dire qu'on découvre des nouveaux services qu'il faut donner. Par exemple, quand on a créé les garderies, bien là, on a créé un nouveau service, donc c'est normal de dépenser plus, mais même lorsqu'on garde le même panier de services, si on a plus de personnes qui vivent vieux, qui ont des problèmes de santé liés à la vieillesse, bien, c'est des problèmes particuliers. Et si on veut offrir les mêmes services à toutes les personnes qui en ont besoin, encore là, il va y avoir une croissance normale des dépenses. Donc, il ne s'agit pas simplement de voir si les dépenses en dollars courants augmentent ou diminuent, ce que le gouvernement nous a dit. Il n'y a pas d'austérité puisque les dépenses courantes augmentent d'une année à l'autre, mais de voir qu'est-ce que cet argent-là supplémentaire permet de payer. Est-ce qu'on permet de maintenir le panier de services et un panier de services équivalent pour toutes les personnes qui habitent au Québec, ou est-ce que ce panier de services-là est diminué? Alors, s'il est diminué, à ce moment-là, on peut dire qu'il y a de l'austérité. L'austérité, c'est pas supposé d'être une politique économique à long terme. Normalement, c'est un dur moment à passer et ensuite, on a redressé l'économie, donc on peut passer à autre chose. Malheureusement, ce qu'on voit, ce qu'on vit présentement au Québec et ce qui existe aussi dans les pays occidentaux qui ont connu l'austérité, c'est une transformation idéologique du rôle de l'État. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on voit qu'il y a une situation qui est problématique. On dit qu'il y a une situation problématique. Nous allons maintenant mettre de l'austérité pour régler le problème. Mais en même temps, on en profite pour changer les caractéristiques des institutions pour faire des réformes institutionnelles qui changent le rôle et les mandats de l'État. Donc, on ne fait pas juste couper dans les services, on demande aux services de s'organiser de manière durable autour de ces compressions-là. Fait qu'on change les structures décisionnelles, on met plus de distance entre les personnes qui reçoivent les services ou qui donnent les services et les personnes qui prennent les décisions. Mais on ajoute également des structures de gouvernance et de gestion pour faciliter le lien entre le privé et le public. On voit par exemple avec le système de garderie, justement, on a mis en place un système qui était public et ensuite, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place toute une infrastructure pour permettre aux garderies privées de croître et de se maintenir. Donc,
Pourquoi est-ce que les gouvernements au Québec ou ailleurs ont décidé de mettre en place l'austérité? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les dernières années qui font que c'est devenu si populaire? Bien, la première chose qu'on voit, c'est qu'on sort d'une crise qui a été assez importante et le réflexe traditionnel de l'État quand il est en crise, c'est de compenser le fait que les entreprises n'ont pas de liquidité, donc les entreprises ne peuvent pas investir dans l'économie parce qu'il y a un certain marasme économique, et du fait que les entreprises privées, le secteur privé n'investit pas, il y a aussi une augmentation du taux de chômage, une diminution du pouvoir d'achat des individus. Donc, les individus aussi ne contribuent pas à la croissance économique pendant une période de récession. Donc, l'État vient prendre cette place-là, vient investir, vient dynamiser l'économie. Alors, c'est ça qui s'est passé au début de la crise. On a vu un petit moment où est-ce que les États avaient investi un petit peu dans l'économie. Mais rapidement, il y a eu la préoccupation de la dette qui a pris tout l'espace. Donc, on vous a montré tantôt que l'impression que la dette est en train de nous manger tout rond et qu'on s'en va direct dans le mur est un peu exagérée, mais il reste quand même qu'on a vu la Grèce s'empêtrer dans une crise majeure, voir ses taux d'intérêt augmenter, voir les dépenses de la dette devenir ingérables. Alors, rapidement, les États ont décidé qu'il fallait passer des réinvestissements aux compressions parce que personne ne voulait être la prochaine Grèce. Du moins, c'était ça le discours. Il ne faut pas devenir la prochaine Grèce. Et devenir la prochaine Grèce, c'est quoi le lien avec l'endettement? Bon, il y a la question des taux d'intérêt, mais aussi deux théories qui sont importantes, deux théories qui ont été très populaires à la suite de la crise économique. La première a été présentée par deux économistes de renommée internationale, Reinhardt et Rogoff, qui ont fait une étude des pays occidentaux dans les 50 dernières années pour comparer le niveau de la dette par PIB des pays et leur taux de croissance. Donc, on regarde année après année, c'est quoi le taux de la dette d'un pays. On regarde également quel est le taux de croissance, puis on essaie de voir est-ce qu'il y a une corrélation, est-ce qu'il y a un lien entre les deux. Selon leur étude, il y a un niveau de dette publique qui est problématique et c'est lorsque la dette publique est supérieure à 90 %. Lorsque la dette publique est supérieure à 90 %, la croissance a plus de chances d'être une récession que n'importe quelle croissance. Donc, le fait qu'un pays soit fortement endetté va empêcher ce pays-là de pouvoir accéder à une croissance. Donc, un endroit où il faut travailler, un moteur important de la croissance, c'est la gestion de la dette. L'autre théorie importante qui a eu beaucoup d'écho pendant cette période-là a été développée par l'économiste Alberto Alesina et c'est l'austérité expansionniste. Donc, l'austérité est nécessaire parce que sinon la croissance va se transformer en récession, mais l'austérité, au contraire, nous permet d'atteindre une certaine croissance économique. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'austérité à la croissance? Eh bien, c'est très simple. Les investisseurs, les entreprises, le secteur privé, quand ils voient qu'un pays a une dette très élevée, s'attend à ce qu'on augmente ses cotisations, qu'on augmente sa taxation, qu'on les impose plus. Donc, ils se retrouvent dans un climat un peu de méfiance. Ils se disent, j'aime mieux prendre mon argent puis la cacher dans un compte de banque et attendre que le climat économique soit plus sécuritaire, plus stable. Parce que là, présentement, je regarde l'État s'endetter puis j'ai peur qu'ils viennent m'en prendre dans les poches. Au contraire, si l'État fait des efforts pour réduire sa dette, alors le secteur privé se sent réconforté. Il a confiance dans le climat économique, il va créer de la richesse, créer des emplois et redynamiser l'économie. En d'autres mots, couper dans les services, mettre des gens à la porte et réduire des programmes de soutien pour les personnes précaires, ça devrait nous créer un climat de confiance. On se doute que ça fonctionne mieux en théorie qu'en pratique. Alors, ces deux théories-là confirmaient un biais que les politiciens possédaient déjà, c'est-à-dire il faut réduire l'État, il faut réduire la dette, et c'est une vision qui était partagée par de nombreux économistes et promue à divers degrés par des institutions internationales. Fait que là, on a un peu le perfect storm ou les conditions idéales pour que les pays, les États mettent en place l'austérité. Mais là, maintenant, plusieurs années plus tard, on peut se poser la question, est-ce que c'était urgent et est-ce que c'était efficace? Première chose, revenons à la question de la Grèce. La Grèce a eu une crise importante, une situation qui était problématique, une situation aussi qui était particulière, et c'est ça qu'on n'arrête
pas de ne pas dire que la Grèce, c'est particulier et que finalement, on n'a pas vu ce qui s'est passé en Grèce se répéter dans aucun autre pays. On a eu plus de menaces de prochaine Grèce que de prochaine Grèce avérées. Peu importe les niveaux de la dette publique des États, finalement, la catastrophe n'est pas arrivée. Donc, cette Grèce est un cas qui est unique et on nous a pourtant voulu faire croire que c'était quelque chose qui allait être généralisé. On a même utilisé souvent, en fait, moi, je trouve ça un petit peu drôle, on a utilisé à la fois la menace qu'on allait être la prochaine Grèce, mais aussi les politiciens ont été rapides à nous dire « mais nous ne sommes pas la Grèce ». Donc, à chaque fois que nous, on disait qu'on voyait de l'austérité et qu'il y avait des compressions, qu'il y avait des effets sur la population, ils disaient « oui, mais ce n'est pas la Grèce ». Mais quand on disait « peut-être qu'on ne devrait pas faire ça », ils disaient « oui, mais attention, la Grèce ». Donc, la Grèce revient régulièrement. D'ailleurs, les études économiques qui prétendaient faire l'analyse des résultats économiques empiriques des 50 dernières années dans les pays développés se sont avérées pas aussi solides que ce qu'on aurait voulu nous faire croire. Donc, la première étude de Reinhardt et Rogoff, mon étude préférée, avait plusieurs erreurs. Je vous en nomme 3 catégories. Des erreurs de retranscription, et on peut comprendre qu'avec des données de plusieurs pays sur 50 ans, des erreurs ont pu se glisser. Malheureusement, lors des révisions, ça n'a pas été trouvé. Certains pays ont été omis. En fait, certaines années, certains pays ont été omis parce que leur situation ne correspondait pas à la théorie de départ. Par exemple, le Canada, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale, s'est retrouvé avec un taux d'endettement qui était élevé, mais également un taux de croissance qui était élevé. Les économistes ont décidé d'en faire abstraction. Mais la cerise sur le sundae, mon erreur préférée, c'est qu'ils ont fait une mauvaise sélection des cellules Excel pour faire leurs calculs. Résultat, lorsqu'on décide de corriger pour ces erreurs-là, la corrélation entre fort endettement de l'État public et récession disparaît. Oui, il semble y avoir un effet pour une croissance du PIB plus faible avec un très fort taux d'endettement, mais on est loin de la catastrophe annoncée. Maintenant, passons à la deuxième étude avec Alesina. Eh bien, lui, le problème, ça a été une mauvaise compréhension des économies étudiées, réduisant les éléments observés au minimum, donnant une fausse impression de toute chose étant égale par ailleurs. Par exemple, pour le cas de la Finlande, le chercheur a remarqué une importante et rapide diminution du déficit du budget public. Alors, il s'est dit, voilà, l'austérité, c'est réglé. Mais en fait, c'était un boom des marchés financiers. Donc, il s'est tellement cantonné à des éléments précis qu'il n'a pas été capable de voir l'ensemble de l'image, l'ensemble de la photo. Alors, qu'est-ce qui s'en dégage maintenant? C'est un nouveau consensus économique qui, à partir de meilleures données, à partir de meilleures méthodologies, se rend compte que couper les dépenses et être obsédé par la dette est une mauvaise stratégie économique qui a des effets négatifs sur la croissance, surtout en contexte de faible taux d'intérêt. Parce que ces études empiriques qui regardent ce qui s'est passé dans d'autres pays à d'autres époques, d'autres pays, d'autres époques, toute chose n'est pas égale par ailleurs. Il y a des variations qui sont importantes, notamment le taux d'intérêt. Et lorsqu'un pays se retrouve dans une situation critique, une situation de récession, une situation de marasme économique et un fort taux d'endettement, c'est différent lorsque les taux d'intérêt sont très élevés et les taux d'intérêt sont très bas. C'est sûr qu'emprunter à 10-15 % n'aura pas le même effet sur une économie que d'emprunter à 3-4 %. Vient ensuite la question du résultat. Et si on prend le résultat à partir du Québec, eh bien, c'est vrai que le Québec, aujourd'hui, a une meilleure croissance économique que ce qu'il y a 5 ans, ce qu'il y a 10 ans. En fait, il y a 5 ans. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a changé? Il y a deux choses qui expliquent, 2 éléments qui expliquent la croissance au Québec et qui n'ont rien à voir avec l'austérité, n'en déplaise au gouvernement. D'une part, il y a la reprise aux États-Unis. La reprise aux États-Unis a permis de relancer un peu l'économie au Canada et au Québec. Cette reprise aux États-Unis n'a absolument rien à voir avec l'austérité qui a été mise en place au Québec. Il y a également la question de la crise du pétrole qui a fait que les provinces productrices et exportatrices de pétrole ont connu une crise économique importante et qui ont diminué de manière majeure leur croissance économique, ayant un effet sur la moyenne canadienne. Donc, le Québec s'en sort mieux, entre autres parce que certaines provinces s'en sortent moins bien. Et cette crise économique a aussi eu un effet sur le dollar canadien. Encore là, crise économique, en fait, austérité ou non au Québec, le dollar aurait diminué, ce qui aurait aidé l'exportation. Donc,
tout ça n'explique pas l'ensemble de la croissance économique et on ne peut pas non plus savoir si des dépenses publiques n'auraient pas aidé. On ne le sait pas, c'est pas arrivé. Mais chose certaine, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de croissance économique qui peuvent justifier d'être sceptique devant les prétentions du gouvernement que l'austérité en est la cause. Donc, le nouveau consensus économique qui dit que les études passées ne sont pas si bonnes, eh bien, il regarde maintenant un autre élément pour essayer de voir comment on peut faire pour améliorer l'économie. Et cette nouvelle théorie parle plutôt de réduire les inégalités en améliorant la situation des personnes qui vivent dans la précarité ou qui sont précaires. Et ça comprend aussi travailler à aider les personnes se reconnaissant dans la classe moyenne. C'est-à-dire, il faut essayer de réduire les inégalités entre les riches et les pauvres. Et ça permettrait d'avoir une meilleure croissance. Il faut aussi faire plus et mieux contribuer les personnes dont les revenus sont élevés et croissent de manière exponentielle année après année. Maintenant, si le gouvernement croit dans la science économique comme il l'a prétendu lorsqu'il cherchait des justifications pour mettre en place l'austérité et transformer nos institutions, eh bien, il devrait peut-être abandonner la question de l'austérité et se mettre à la réduction des inégalités. Et ça va passer par l'investissement dans les missions sociales de l'État pour que nos institutions publiques demeurent non seulement publiques, mais accessibles et offrant des services de qualité pour tout le monde. Merci.